le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mardi 1er juin 2021, première sortie de la page internationale pour le mois de juin. Et c'est la deuxième sortie pour cette semaine. Erlich Dorelas depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, pour la présentation. Et bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Les États-Unis commémorent le centenaire du massacre de 300 Afro-Américains à Tulsa. Je veux qu'ils ressentent notre douleur à Tulsa, ville meurtrie par un massacre racial en 1921. Joe Biden est attendu de pied ferme mardi par les Afro-Américains qui espèrent qu'il entendra leur appel à des réparations financières. Voici un reportage signé France 24. Bobby Eaton, 86 ans, est une figure de Greenwood. Il n'a pas connu la tuerie, il n'était pas né en 1921, mais en connaît parfaitement l'histoire. Pour lui, c'est la prospérité économique des Afro-Américains dans ce quartier qui explique à l'époque ce lynchage de la part des Blancs. Et aujourd'hui, des tensions communautaires sont toujours perceptibles selon lui. Cette mentalité qui a détruit Greenwood existe encore dans une large mesure ici à Tulsa, Oklahoma. Une destruction visible sur le terrain. Au fil des années, Black Wall Street s'est considérablement réduit, passant d'une quarantaine de pâtés de maisons à une seule rue. Quand les gens entendent Black Wall Street, ils pensent que c'est entièrement contrôlé par des personnes noires, mais ce n'est pas le cas. Aucun des Noirs qui ont des entreprises ici n'est propriétaire du bâtiment dans lequel il se trouve. C'était pourtant le cas auparavant, mais beaucoup d'Afro-Américains ont été contraints de vendre leurs biens dans les années 60, victimes d'une politique d'urbanisme appelée rénovation urbaine. Depuis, les prix n'ont cessé de grimper dans le quartier et la gentrification est à l'œuvre. C'est définitivement embourgeoisé, ce n'est pas Black Wall Street, c'est le quartier de Greenwood avec quelques entreprises noires qui louent. Ironie du sort, cet embourgeoisement est dû en partie à l'ouverture d'un musée consacré à l'histoire de ceux qui ont longtemps été les grands oubliés de la mémoire collective. Covid-19, le Pérou revoit nettement à la hausse son bilan qui passe de 69 000 à 180 000 morts. Pays de 33 millions d'âmes, le Pérou affiche le taux de mortalité par habitant le plus élevé au monde. Voici un reportage signé Euronews. Le Pérou a nettement revu à la hausse son bilan des victimes du Covid-19. Selon les estimations d'un conseil technique récemment mis en place, la pandémie a fait 180 000 morts, soit 2,5 fois de plus que le précédent bilan officiel qui faisait état de 69 000 décès. Pays de 33 millions d'âmes, le Pérou affiche le taux de mortalité par habitant le plus élevé au monde. Le Conseil technique, qui regroupe des experts péruviens et de l'Organisation mondiale de la santé, met en cause les critères actuels d'enregistrement des victimes, des critères jugés trop limités, qui auraient entraîné une sous-estimation du nombre de morts du Covid-19. Aujourd'hui, de nombreux Péruviens dénoncent les conséquences dramatiques du manque de transparence des autorités. Il n'y a pas eu de recomptage par l'État ni d'honnêteté de la part du ministère de la Santé qui aurait vraiment dû mettre ces chiffres à la disposition du public afin que les gens soient conscients de ce qu'il se passe dans le pays. Avec un chiffre aussi bas de 69 000 morts, les gens se sont sentis en confiance et dans certains cas n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour se protéger. Outre le Pérou, c'est toute l'Amérique latine qui continue d'être frappée par la pandémie. L'Argentine, le Venezuela et surtout le Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde, qui enregistre encore près de 2000 décès quotidiens en raison d'un variant plus contagieux, même si l'épidémie a tendance à décroître dans le pays. Au Mali, l'avocat du colonel Goïta pessimiste sur la tenue d'élections en 2022. Youssouf Koulibaly se montre sceptique sur la faisabilité d'élections crédibles en moins de 9 mois, sans qu'apparaisse clairement si ces déclarations reflétaient la réflexion du colonel Assimi Goïta. Voici un reportage signé Africa News. Réaction mitigée après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali.
Ce dimanche, l'organisation régionale a suspendu le pays de ses instances en réaction à la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta. Youssouf Coulibaly, le conseiller juridique du chef de la junte, est circonspect face à cette décision. La CEDEAO se cache derrière l'application du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Alors, le même organisme a méconnu le contenu de ces textes par rapport à certains pays voisins. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le protocole n'a pas été respecté. Dans cet entretien accordé à l'AFP, l'influent président d'une commission du Conseil national de transition récuse également le terme de coup d'État. Cette reprise en main serait, selon lui, une rectification de la trajectoire. L'essentiel de ces ministres ne bougeait pas par rapport à l'application, à l'exécution de la feuille de route. Sinon, déjà, on devait être dans une autre phase, préparation des élections. Mais on a constaté que rien n'a été fait. Le Premier ministre avait déjà dérouté carrément. Il était sur d'autres lancées. Concernant la tenue d'élections en 2022, comme promis par la junte, Youssouf Coulibaly se montre plus sceptique. Pour nous, d'arriver à le faire, ça serait vraiment un défi, un grand défi qu'on va relever. Mais je pense que, objectivement, les 9 mois ne sont pas suffisants pour la réalisation de tout ce qu'on a comme travail et pour parvenir à des élections stables, crédibles et qui ne font objet d'aucune contestation. Des déclarations qui pourraient faire grand bruit, alors que la CEDEAO insiste pour des élections à la date du 27 février 2022. Syrie, 10 ans de guerre et 500 000 morts. Une décennie de guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, a annoncé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Un nouveau bilan incluant plus de 100 000 victimes, dont le décès vient d'être confirmé par l'ONG. Voici un reportage signé I24 News. L'eau, une denrée rare dans ce camp de réfugiés syriens. Ici, dans le camp de Salkin, ces expatriés manquent de cette matière première vitale, et ce, depuis bientôt 3 mois. Nous avons trouvé une solution qui consiste à collecter des dons auprès des gens, à acheter un camion-citerne et à le mettre en place dans la cour du camp pour que les gens puissent venir prendre leur quantité quotidienne d'eau. En Syrie, il existe 200 camps dont les résidents souffrent d'un manque d'eau potable alors que le pays est plongé dans une guerre civile depuis 2011, un conflit qui a entraîné la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce mardi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé un nouveau bilan de près d'un demi-million de morts, une nouvelle conclusion incluant plus de 100 000 victimes dont le décès vient d'être confirmé par l'ONG. Le décompte précédent de l'Observatoire, basé en Grande-Bretagne, a retenu en mars dernier un nombre total de morts s'élevant à plus de 388 000. Depuis ce décompte, plus de 100 000 personnes ont perdu la vie. Selon Rami Abdelrahman, le directeur de l'Observatoire, près de la moitié de ces victimes étaient des civils tués, pour la plupart sous la torture dans les geôles du régime. Un rapport de l'Observatoire qui nous procure plusieurs détails. On apprend ainsi que 25 000 enfants de moins de 18 ans ont péri dans les combats, de même que plus de 1000 combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah, ainsi que près de 70 000 djihadistes, des terroristes membres du groupe État islamique de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Une guerre qui a été déclenchée en 2011 avec la répression de manifestants pro-démocratie par Damas et qui impliquait de multiples acteurs régionaux et de grandes puissances dont la Russie et l'Iran, 2 alliés du régime de Bachar al-Assad, un litige jetant sur les routes de l'exil des millions de personnes. Alpha, Beta, Gamma, l'OMS rebaptise les variants du Covid-19, ne dites plus variant indien aux Britanniques. L'Organisation mondiale de la santé souhaite mettre fin à la discrimination liée à ces appellations. Voici un reportage de nos confrères de Euro News. Fini les variants indiens, britanniques ou sud-africains pour désigner les différentes souches du coronavirus. L'OMS a décidé de mettre fin à ces appellations jugées stigmatisantes et discriminantes qui font référence au lieu de détection des premiers cas de variants.
L'Organisation mondiale de la santé les a donc rebaptisés avec des lettres grecques. Alpha désigne désormais le variant d'abord identifié au Royaume-Uni, Beta celui d'Afrique du Sud, Gamma celui du Brésil, Delta celui de l'Inde. Les appellations scientifiques avec la lettre B suivies de chiffres resteront en vigueur pour les experts. Pour tous les autres, l'OMS encourage vivement à adopter ces nouveaux noms, faciles à prononcer et à retenir, souligne l'organisation. Des variants pas toujours faciles à combattre en revanche et qui continuent d'inquiéter en raison notamment de leur plus forte contagiosité. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce mardi 1er juin 2021, début du mois de juin. Bon début du mois de juin à tout le monde. Branchez la radio évangélique Hosanna. Présentation Erlich Dorelas. Production Ed Prod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Regardez Télé Beltop 24h sur 24 sur Roku. Température pour ce mardi, Boston 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. À Jacmel 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Et bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, bon mardi, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.